Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, La Distinction de Pierre Bourdieu. C'est un livre qui a vraiment tout changé dans notre façon de comprendre la culture, l'art et même nos choix les plus intimes. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, écoutez bien cette phrase, tirée de l'enquête même de Bourdieu. D'un côté, on a l'art moderne, intellectuel. De l'autre, une réaction qui relève du pur bon sens. Pourquoi faire compliqué? Et voilà, en une seule petite phrase, on a tout le conflit, toute la tension que Bourdieu va passer son livre à nous expliquer. C'est la grande question derrière tout ça. Quand on dit j'aime ou j'aime pas, est-ce que ça vient vraiment nous, du fond de nos tripes, ou est-ce qu'on est juste en train, sans le savoir, de suivre un code, une règle du jeu apprise dans notre milieu? Pour y voir plus clair, voilà notre plan de match. D'abord, on va se pencher sur cette fameuse question de goût. Puis, on décortiquera les règles du jeu. Ensuite, on verra qu'il n'y a pas que l'argent qui compte, avec les monnaies de la classe. Ça nous permettra de dessiner une carte des styles de vie pour enfin arriver au cœur du sujet, le pouvoir de la distinction. Allez, on commence par le commencement, une question de goût. Et on va tout de suite s'attaquer à une idée reçue, une idée très tenace, celle qui dit que nos goûts sont l'expression la plus pure de notre personnalité. Vous allez voir que c'est un peu plus compliqué. On connaît tous l'adage, des goûts et des couleurs, on ne discute pas. C'est censé être notre jardin secret, quelque chose de très personnel. Mais soyons honnêtes 2 minutes, on passe notre temps à avoir un avis sur les goûts des autres, leurs vêtements, la musique qu'ils écoutent, ce qu'ils mangent. C'est justement ce paradoxe, cette tension qui a fasciné Bourdieu. Bon, pour comprendre ce paradoxe, il nous faut un outil. Et Bourdieu nous en donne un concept absolument génial et central, l'habitus. C'est un peu la clé qui permet de comprendre comment la société s'imprime en nous. Alors l'habitus, ce n'est pas un manuel de règles qu'on apprend, non. C'est bien plus subtil. C'est une sorte de sens du jeu, une seconde nature qui s'installe en nous avec le temps. C'est ce truc qui fait que certaines choses nous semblent complètement naturelles, évidentes, alors qu'en réalité, elles sont le pur produit de notre histoire sociale. Cet exemple, tiré de Proust, est parfait pour illustrer ça. Pour une personne d'un certain milieu, la perfection, c'est quoi? C'est la simplicité, la sobriété, le naturel. Tout ce qui est trop voyant, trop épicé, trop exagéré est immédiatement perçu comme une faute de goût. Ce jugement n'est pas réfléchi, il est instinctif. C'est l'habitus qui parle. Ok, maintenant qu'on a l'habitus, il nous faut la deuxième pièce du puzzle. Bourdieu nous explique que pour comprendre la place de quelqu'un dans la société, il ne faut pas regarder que son compte en banque, il y a d'autres formes de pouvoir, d'autres monnaies, qu'il appelle les capitaux. Alors, il y a bien sûr le capital économique, ça c'est simple, c'est ce qu'on a, l'argent, les biens, mais il y a aussi, et c'est fondamental, le capital culturel. Ça c'est ce qu'on sait, le niveau d'éducation, les diplômes, mais aussi la manière de s'exprimer, la culture générale. Et ce capital-là, il ne s'achète pas comme ça. Il s'accumule sur le long terme, souvent transmis par la famille et l'école. Et que se passe-t-il quand on croise tout ça? L'habitus et les différents capitaux. Eh bien, il se dessine une véritable carte de l'espace social. Une carte où chaque groupe se définit par un style de vie qui lui est propre. Et le point crucial, il est là. Nos goûts ne sont pas un assemblage au hasard. Aimer tel peintre, pratiquer tel sport, préférer telle cuisine, tout ça va ensemble. Ça forme un système cohérent, un ensemble qui est comme une signature de notre position dans la société. Regardez cet exemple, c'est fascinant. Même au sein de la classe dominante, on voit des stratégies différentes. D'un côté, les intellectuels et les artistes, qui ont beaucoup de capital culturel, eux, ils vont se distinguer par des pratiques qui demandent un effort, une connaissance, comme l'alpinisme. De l'autre côté, les grands patrons, riches en capital économique. Leur terrain de jeu, c'est plutôt le golf, le yachting, des sports chers qui se passent dans des lieux exclusifs. 2 styles, 2 manières de montrer qu'on appartient à l'élite. Et tout ça nous amène au cœur du réacteur, à l'idée la plus puissante et peut-être la plus dérangeante de Bourdieu. Le goût, ce n'est pas qu'une affaire de plaisir. C'est avant tout un enjeu de pouvoir. En fait, chaque fois qu'on exprime une préférence, on fait un acte de classement. On se classe soi-même et on classe les autres. Dire « j'aime ça », c'est aussi une manière de dire « je ne suis pas comme ceux qui aiment autre chose ». Le goût sert à tracer des frontières, à créer de la distance. Et voilà le coup de grâce. Qu'est-ce que le bon goût, au final? Pour Bourdieu, la réponse est simple et brutale. C'est le goût de la classe dominante. Parce qu'elle est en position de pouvoir, elle peut imposer ses propres choix comme étant la norme, la référence. Et cette assurance tranquille, cette façon d'être persuadée d'avoir raison sans même y penser, c'est la marque suprême de ce pouvoir. Donc pour résumer tout ça, nos goûts, qu'on croit si personnels, sont en fait façonnés par notre histoire sociale. C'est l'habitus. Notre position dans la société ne dépend pas que de l'argent, mais aussi de la culture, ce sont les capitaux. Nos choix de vie sont des marqueurs sociaux. Et au final, le goût est une machine à créer de la hiérarchie.
c'est un acte de distinction. Finalement, l'analyse de Bourdieu nous laisse avec une question assez personnelle. Si on se penche sur nos propres goûts, qu'est-ce qu'il raconte de nous, de notre parcours, de notre place dans le monde? C'est une invitation à regarder nos préférences, non pas comme des évidences, mais comme les indices d'une histoire, notre histoire.